Écoutez, je pense qu'on va démarrer. Maintenant, tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont arrivés à la première heure, et je vous en remercie les uns les autres. Bonjour, bienvenue à tous pour notre matinée sur le thème vers un pacte citoyen en santé. C'est le second colloque organisé par le collectif pour un nouveau Grenelle de la santé, après celui du Sénat en juin 2023. Et depuis, notre collectif s'est constitué en association pour agir plus efficacement sur cette notion de bientraitance, notamment en médecine de ville. Le collectif Grenelle a l'originalité d'associer dès sa conception des patients et des professionnels, et toutes nos actions sont vraiment menées dans une logique de réciprocité. Vous le verrez dans les échanges, dans les différents échanges que l'on va avoir, vous verrez le programme au fur et à mesure. Je suis Damien Dubois, un des membres fondateurs du collectif, et je vais animer une partie de la matinée. Je ne vous en dis pas plus pour le timing. Et avant de passer la parole pour introduire le colloque, je remercie nos partenaires presse, institutionnels, et je remercie aussi la région Aura pour son accueil ici aujourd'hui. Et justement, Lucie Panarias, vous représentez la région en tant que directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale. Je vous laisse la parole pour quelques mots d'introduction. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les professionnels de santé, Mesdames, Messieurs les usagers du système de soins, Mesdames, Messieurs les élus, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au nom du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannecook, et de la vice-présidente à la santé, donc Laurence Fautra, que j'excuse qui n'ont pas pu être présents ce matin, pour cette première étape décentralisée du nouveau Grenelle de la santé au sein de l'hôtel de région, ici à Lyon. La santé, alors même que ce n'est pas une compétence obligatoire de la région, est au cœur des priorités de l'exécutif régional. En effet, la région a été mise sur le devant de la scène au moment de la crise sanitaire de la Covid-19 et où elle a su apporter des réponses rapides et concrètes auprès des professionnels de santé, d'abord à travers la livraison d'équipements de protection, mais aussi auprès de la population, puisqu'elle s'est lancée dans une vaste campagne de dépistage au mois de décembre 2020, puis s'est associée aux côtés de l'État à travers la campagne de vaccination. Donc, dans le prolongement de cette action, le président Laurent Wauquiez a souhaité consolider la place prise par la région dans le domaine sanitaire et adopter un plan santé ambitieux en 2022 qui s'articule autour de 5 grands axes afin de lutter contre les déserts médicaux et d'assurer un meilleur accès aux soins à toute la population. Donc c'est vraiment le fer de lance de la région que l'on habite dans un territoire rural ou dans plein cœur d'une métropole, que l'on ait la même chance d'accéder aux soins dans la région. Donc ce plan passe par plusieurs actions phares. Alors je ne vais pas égrener tous les dispositifs régionaux, mais peut-être juste en citer quelques-uns parmi les plus innovants. D'abord, vous parlez du groupement d'intérêt public Ma Région, Ma Santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un GIP qui a été créé sous l'impulsion de la région, qui associe 4 autres départements de la région pour salarier directement des professionnels de santé et créer des centres de santé dans des zones particulièrement sous-dotées. Donc à ce jour, on a déjà ouvert 3 centres de santé. On vise une dizaine de centres de santé sur l'ensemble du territoire. On a déjà recruté 7 médecins et plusieurs secrétaires médicales. Vous parlez également du soutien aux maisons de santé et centres de santé pluriprofessionnels. C'est vraiment le dispositif phare de la région qui soutient l'exercice coordonné. Et la région a soutenu plus de 320 projets de MSP, de centres de santé sur le territoire. Vous parlez également du soutien aux hôpitaux de proximité. Ça, c'est également un dispositif innovant puisque peu de régions apportent ce soutien, donc soit à l'acquisition d'équipements, soit à améliorer les conditions aussi de travail des soignants. On peut citer par exemple la rénovation d'un bâtiment à l'hôpital d'Ambert pour les internes, mais aussi pour les soignants de l'hôpital, les remplaçants. Vous parlez d'un dispositif dont on est très fier à la région, qui est le bus de la prévention santé, qui est un bus qui va à l'encontre de tous les lycéens de la région pour sensibiliser à la vaccination contre les HPV. Et donc ce bus a déjà sensibilisé 3000 jeunes dans 15 établissements scolaires. Il a été lancé en mars 2024 et là il reprend sa tournée depuis le mois de septembre et a vocation à vraiment sensibiliser l'intégralité des jeunes de la région, mais aussi être présent sur des salons de prévention santé. Voilà. Et enfin, dans les autres dispositifs innovants, la région apporte également son concours à des dispositifs d'aller vers, tels le conteneur semi-mobile des dentistes ou encore le projet Mobiliade porté par les Hospices civils de Lyon, qui est un camion itinérant pour le dépistage du cancer du poumon.
Donc voilà, vous voyez, c'est un ensemble un peu de dispositifs. Alors peut-être plus au cœur de vos préoccupations de ce jour, vous parlez également du soutien aux maisons du petit monde. Je ne sais pas si c'est un dispositif que vous connaissez. Donc c'est une association qui a été créée par des pédiatres lyonnais en 1997. Ce sont des maisons hospitalières pour accueillir les familles d'enfants hospitalisés. Et la région donc, a soutenu 2 de ces initiatives, une à Villefranche-sur-Saône et une qui va s'ouvrir à côté de l'hôpital de la Croix-Rousse. Voilà, donc la région poursuit le soutien de ces initiatives toujours en concertation avec nos partenaires, les URPS, les associations, la FEMASORA, le GRCS, mais également les fédérations telles que France Asso Santé, que vous représentez aujourd'hui, afin de répondre aux enjeux qui sont les nôtres et toujours au plus près des usagers. Donc vous l'aurez compris, vos débats de ce jour s'inscrivent directement dans les politiques volontaristes régionales, encourager la coopération interprofessionnelle, favoriser la bienveillance et une meilleure prise en charge des patients au plus près des territoires. Alors, je vous souhaite à tous, à toutes et tous, une matinée constructive et riche en débats au sein de Bel Hôtel de Région. Et je vous convie aussi, même si tout le monde n'est pas de la région, à venir assister à nos futures assises régionales de la santé qui se tiennent le 17 octobre prochain au sein de l'Hôtel de Région, où on aura une journée également sur des débats en lien avec les sujets de santé et de l'écosystème de santé régional. Merci à tous. Merci Lucille. Merci Lucille et merci de la région. Oui, venez les orateurs de la première table ronde nous rejoindre, comme ça on gagne du temps. Merci aussi de l'invitation pour la suite des échanges. On va tout de suite passer à notre première table ronde, dégradation de la relation médicale, de la méfiance à la violence, et finalement des usagers à l'abandon, des aidants asphyxiés, des professionnels en burn-out, un net recul de la démocratie en santé. Ces constats sont forts, on pourrait dire pessimistes, même s'ils reflètent une réalité du quotidien de beaucoup de patients et de professionnels. On va en parler avec les différents intervenants que je ne présente pas parce qu'on gagne du temps, c'est marqué au-dessus de vos têtes. Et je vais poser la question aux uns aux autres, justement, est-ce que ça paraît exagéré? Est-ce que ça vous paraît exagéré ou ça reflète vraiment la réalité de terrain? Commencez par vous, Mathieu Touzel. Allumez le micro. Voilà. Oui, a priori, ça je peux faire. C'est bon? Ouais. La réponse est non. Voilà. Non. Non, ça ne me semble pas exagéré. Moi, je peux me présenter quand même parce que je suis un peu un intrus. Je suis professeur de droit public. Je co-dirige un master en droit de la santé. Donc, je m'intéresse évidemment aux questions de santé, mais je suis pas médecin, je suis pas professionnel de santé. Je suis patient éventuellement, mais précisément comme la plupart des patients, je suis de moins en moins patient. Et comme la plupart des patients, malheureusement, j'ai l'impression parfois d'être de plus en plus consommateur. Et le problème du consommateur, c'est qu'il est dans une logique qui est davantage une logique que le juriste va qualifier d'entrepreneuriale, beaucoup plus que d'une logique de service public. Et je crois que ce qu'on a le plus oublié, c'est peut-être cela, c'est que même si la loi de 2009 a fait de l'hôpital quasiment une entreprise, l'hôpital n'est pas une entreprise. L'hôpital, c'est un service public, et en l'occurrence un service public administratif, pas un service public industriel et commercial, ce qui veut dire que son efficacité n'est pas une efficacité économique, c'est une efficacité sociale. Et quand on demande à l'université ou à la justice d'avoir une efficacité sociale, on ne lui demande pas d'être à l'équilibre, on ne lui demande pas de faire des bénéfices, on lui demande d'agir dans le sens de l'intérêt général. Et il me semble que ça, c'est la première difficulté que nous avons. Après, je peux développer ce que vous voulez, mais peut-être on y reviendra. On pourra interagir et en garder un peu de suspense pour la suite. François Blanchandon, justement, vous êtes un des locaux de l'étape, en tant que président de France Asso Santé Région. Même question sur est-ce que ça vous paraît exagéré? J'imagine que non, mais vous allez m'en dire un petit peu plus avec aussi la vision patient. La réponse, ce serait oui et non. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est quand on prend la permanence d'une association d'usagers de la santé en plein été, où finalement, il y a quelques années encore en arrière, il y avait très peu d'appels, eh bien, en ce moment, on est débordé d'appels, de témoignages, de la réalité vécue par les usagers de la santé. Et ces témoignages sont parfois très prenants parce qu'ils sont souvent dramatiques. Et ça révèle quand même une difficulté d'accès aux soins, ça révèle une perte importante des droits
pour les patients, et je rejoindrai tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on est plus rentré dans une logique industrielle de la santé, où face à une demande très importante et à une réponse insatisfaisante, ou en tout cas insuffisante, eh bien, on essaye de gérer de façon industrielle les relations soignants-soignés au lieu d'apporter de la qualité, du respect, de la dignité. Donc quand je parle de ça, je veux parler de personnes qui attendent dans des services d'urgence. L'exemple que j'ai, c'est 9 jours sans avoir une réponse de lit d'aval, avec à peine de quoi manger, parce que ce n'est pas prévu par l'établissement. C'est des problématiques de parcours qui fait qu'une personne atteinte, enfin, qui a révélé un polype de l'intestin est morte d'un cancer. On peut penser par une désorganisation du parcours. Ce que je veux parler, c'est des personnes qui ne peuvent pas avoir accès à un médecin alors même qu'ils sont en demande et qu'ils ont besoin d'une réponse, et qu'on leur répond chaque fois qu'ils téléphonent à un cabinet médical « je ne prends pas de nouveaux patients ». Ça, c'est une réalité qui est quotidienne, et donc on ne peut pas s'en satisfaire. Alors oui, c'est exagéré parce que quand j'ai la chance de représenter les usagers au sein de différentes instances de démocratie sanitaire, la démocratie sanitaire existe, elle n'est pas suffisante, mais elle existe quand même, et ce qui nous permet de pouvoir mesurer certains efforts qui sont faits, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes en a parlé. Nous sommes partenaires de la région dans différentes actions. On a un grand système de santé. Ce grand système de santé, ce sont un système de soins, beaucoup de professionnels de santé, c'est des associations d'usagers de la santé qui font partie du système. Ce sont des organisations diverses en matière de prévention et aussi de médico-social. On a un souci criant sur le système de soins, mais ce qui est le plus embêtant du point de vue de l'usager, c'est un manque de coordination. Et en fait, on n'est pas dans une responsabilité collective, mais plutôt à la recherche d'intérêts parfois politiques, individuels et corporatistes, qui fait qu'il n'y a pas cette coordination pour répondre correctement aux besoins exprimés par les patients. Donc non, ce n'est pas exagéré parce qu'il y a des situations dramatiques. Oui, il y a des efforts qui sont faits et il faut continuer de les faire. Il faut amplifier cette démocratie sanitaire, il faut amplifier cette organisation et surtout en faire une responsabilité collective par territoire. Est-ce que c'est une dégradation lente et continue, ou est-ce qu'on a senti 1 ou 2 points de basculement? Question à vous et à tout le monde, hein, mais la question s'adresse à tous. Le point de basculement, il a été surtout vécu à la suite de la période Covid, même s'il existait avant cette période. Mais pour des intérêts parfois autres que la réponse aux besoins, pour des intérêts économiques, etc., parfois la désorganisation était aussi un moyen de pouvoir économiquement prospérer. Et donc c'était plus caché. Aujourd'hui à la suite de la période Covid, on voit une crise quand même des ressources, eh bien toute cette désorganisation se révèle encore plus importante aux yeux des usagers et du grand public. Guillaume, je voulais prendre des notes frénétiquement. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'accueil et pour lancer ce sujet. Je vous parle, donc je suis kinésithérapeute, mais je vous parle aujourd'hui notamment en tant que cofondateur et directeur scientifique d'une société qui s'appelle Entends-moi et qui justement travaille sur une approche de recueil et d'analyse de l'expérience patient, mais aussi de sa diffusion auprès des différents acteurs dans les établissements de santé qui vont pouvoir agir justement sur l'amélioration de ce parcours. Et on a la chance d'accompagner par cette approche près d'une 50aine d'établissements de santé en France. Et du coup, on recueille avec eux, et en partie pour eux, l'expérience des patients sous la forme de questions ouvertes.
Et du coup, on a beaucoup de retours, justement, sous la forme de verbatim. On a plusieurs centaines de milliers de retours qu'on a analysés depuis le début qu'on a lancé ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour essayer de donner des chiffres, en tout cas qui sont notamment ceux des établissements publics et privés d'intérêt collectif avec lesquels on travaille, c'est que globalement, du côté de la relation avec le personnel, du savoir-être, du savoir-faire, même de la disponibilité, on n'a aucun établissement, malgré qu'on accompagne beaucoup d'établissements qui sont dans des situations financières plutôt très délétères, très difficiles, on n'a aucun établissement qui, sur cette partie-là, a des indicateurs qui sont négatifs. Tout le monde est dans le vert de ce côté-là, sur la relation avec le personnel. De la même manière, sur le vécu du soin, donc l'efficacité perçue, sur la gestion de la douleur, etc., ça reste des éléments qui sont à minima plutôt des ressentis neutres, disons, donc des personnes qui vont vivre du positif, des personnes qui vont vivre du négatif, mais quand même beaucoup de positifs. Là où ça pêche, ça va être sur les éléments plutôt environnementaux et puis administratifs, donc sur l'accueil, sur la sortie, ce qu'on connaît depuis très longtemps. Et donc, pour répondre à ta question, non, en tout cas, nous, sur les données qu'on a depuis globalement à peu près 5 ans, puisqu'on a récupéré des données d'avant, il n'y a pas de cassure du tout. Il y a même eu aussi des éléments positifs par rapport au Covid en termes d'expérience. Par exemple, en maternité, beaucoup de femmes qui ont répondu à des questionnaires par rapport à leur expérience en maternité remontaient que le fait de ne pas pouvoir avoir de visite, ça leur a permis aussi d'avoir plusieurs jours tranquilles pour se reposer, pour se remettre, etc. Mais bon, bien sûr, il y a eu tous les impacts négatifs qu'on connaît d'un point de vue sanitaire. Et du coup, oui, il n'y a pas eu de cassure. Et il y a plutôt encore beaucoup de choses positives. Et c'est là où c'est assez extraordinaire, c'est que du côté soignant, globalement, les soignants continuent de se battre. Et c'est aussi pour ça qu'avec la Fabrique des soignants, on essaye en tant que média de montrer justement les soignants qui se battent aussi pour un système de santé vraiment solidaire et qui essaye d'être responsable, pour reprendre aussi le mot qui a été partagé. Les soignants continuent de se battre, ils sont là d'ailleurs avec nous aussi, plusieurs sont là. Peut-être qu'on va parler dans une deuxième partie de la table ronde de la santé et des professionnels de santé, mais avant ça, peut-être aussi une réaction sur ce constat de la dégradation de la relation médicale au long cours, donc sans cassure, mais avec quand même des points, des moments particuliers. Oui, je veux bien prendre la parole, j'ai déjà me présenter. Plus fort, un peu plus proche de votre bouche. Oui, là, c'est mieux. Voilà. Donc, Magali Briane, je suis professionnelle de santé. Je vous remercie de l'invitation. Donc, je suis là en tant que professionnelle de santé. Je suis aussi là en tant que psychiatre. Je suis une locale de l'Étape. Parce que je travaille à Écully, où on a, depuis de nombreuses années maintenant, monté un dispositif qui accueille les professionnels de santé en souffrance, sous forme d'un hôpital de jour. Donc, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. Monsieur Blanchardon, vous avez dit que... comment dirais-je, que les patients étaient en souffrance dans cette situation. Bien entendu, c'est une évidence, mais je voudrais juste dire que les soignants aussi sont en souffrance, parce que c'est extrêmement compliqué, et là je vous parle de mon point de vue juste de praticien, de ne pas pouvoir accueillir les gens, et de devoir leur dire, et de ne pas pouvoir les recevoir aussi souvent que ce serait nécessaire. Donc je pense qu'effectivement, la souffrance du patient est fondamentale, mais la souffrance du soignant, elle doit aussi être prise en compte dans cette dimension. Et je voudrais compléter ma remarque sur ce que vous venez de dire. Effectivement, je crois que les soignants donnent tout pour maintenir cette qualité du soin et cette qualité de la relation. J'ai envie de dire à quel prix et jusqu'où. Voilà, c'était juste ces deux petites remarques de mon point de vue de clinicienne qui accueille des gens qui vont mal, des soignants qui vont mal. C'est vraiment les deux questions que je vais poser. Docteur Destrieux, docteur Romer, un complément aussi sur cette vision des professionnels de la dégradation et le lien plus ou moins cassé avec les patients. Merci pour la question. Donc, moi, je suis médecin ophtalmologue, je travaille en Suisse. Mais j'ai fait mon parcours en France et j'ai travaillé aussi en France, donc je vois la différence entre les deux systèmes. Est-ce qu'il y a une cassure ? Pour la Suisse, c'est différent parce que le système de santé ne fonctionne pas de la même manière. Vous avez un système où les patients payent leurs soins directement, donc c'est plus propre, c'est plutôt comme une relation contractuelle finalement. En revanche, l'implication des soignants dans la qualité du soin, elle est identique dans tous les pays. Je pense qu'effectivement, il y a une modification par rapport à
il y a une sursollicitation des soignants pour maintenir une qualité du soin, et ça peut effectivement avoir un impact sur le bien-être des soignants dans toutes les étapes du soin finalement. François. Oui, je voudrais rebondir et vous remercier pour ce que vous avez dit. Oui, je pense que les patients sont très conscients de la situation dans laquelle vivent ou travaillent les professionnels de santé. C'est pourquoi il ne faut absolument pas casser ce lien de collaboration. Et aujourd'hui, on est dans le cadre d'un colloque international du partenariat patient aux soins. Et je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de souder à la fois les soignants et les soignés. Oui, la réalité dans les chiffres n'est pas la même parfois que la réalité qui est remontée du terrain. Parce qu'il y a des situations qu'on ne souhaite pas exprimer auprès d'enquêtes ou d'établissements, pour plusieurs raisons, mais qui sont exprimées d'une autre façon, et notamment par le biais des associations de patients. La démocratie sanitaire, on en a encore plus besoin. Et donc penser que on ne résoudra cette situation que par des injonctions qui nous viennent de je ne sais où, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il faut que de la base, on travaille ensemble, établissements, professionnels de santé, patients et autres organisations, pour construire ensemble quelque chose qui soit plus territorial et qui soit une vraie responsabilité collective partagée par les patients et les professionnels. Je pense qu'il faut se réapproprier notre système de santé. Et c'est vrai aussi de la part des patients, parce que parfois ils surconsomment, parfois ils n'ont pas aussi conscience de la façon dont on doit s'approprier notre système. Donc je partage, mais en même temps, il y a des situations qui sont révoltantes et c'est de notre responsabilité que de les mettre en avant. Oui. Guillaume et après Magali, vous êtes sollicité la parole. Oui, c'était pour préciser, on parle là pas mal du passé, alors on va parler aussi après obligatoirement du futur, mais je pense que dans le futur proche, pour essayer aussi que cette relation ne se dégrade pas, notamment d'un point de vue d'accès aux soins, il y a une action qu'on va pouvoir faire aussi dans les prochains mois, c'est se battre contre la suppression de l'aide médicale d'État. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, dans le cadre de la Fabrique des soignants, entre les 2 tours de l'élection législative, on a organisé 3 émissions en direct où on a parlé notamment dans la première de tous les impacts négatifs pour les patients, mais aussi pour les soignants, parce que clairement, la suppression de l'aide médicale d'État, ça va aussi avoir des impacts significatifs sur les soignants. On a parlé de toutes ces conséquences, donc si ça vous intéresse, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Et moi, je le voyais bien, parce qu'effectivement, je continue des téléconsultations en prévention, mais j'étais kinésithérapeute à Lyon, à la Guillotière, dans la maison de santé pluriprofessionnelle, et du coup, on avait au moins 20 à 30% de personnes qu'on accueillait en kinésithérapie qui avaient l'aide médicale d'État. Clairement, si ces personnes, on ne peut plus les voir, on ne peut plus les accompagner, ça va être extrêmement compliqué, ça va être surtout très très compliqué de leur dire non. De refuser ces soins-là. Donc beaucoup, et c'était ce qu'on a vu quand nous on a fait justement, quand on a donné la parole à des soignants, de toute façon la plupart disaient de toute façon on ne l'acceptera pas, on continuera. Mais du coup ça va encore plus diminuer aussi leur santé, leur qualité de vie au travail. Donc voilà, je pense que ça c'est une action que dans les prochains mois, il va falloir tous et toutes, notamment en tant que professionnels du monde de la santé, qu'on fasse, qu'on se batte contre cette suppression. Vous voulez intervenir, Magali ? Oui, juste rajouter qu'effectivement, hein, je partage tout à fait votre point de vue. On a besoin d'être dans quelque chose de très collaboratif. C'est en train de changer, c'est en train de se mettre en place et je pense qu'effectivement, c'est vraiment l'avenir. Et j'en profite pour répondre à ce qu'a dit Guillaume. Effectivement, chez les patients soignants que moi j'accueille, il y a beaucoup cette question du sens, le sens du travail. Comme on dit, on parlait avant de vocation, moi j'aime pas du tout ce terme, hein, mais parce qu'on y met tout et n'importe quoi, mais je crois qu'on a rejoint quand même ces métiers avec certaines valeurs et que cette situation que vous venez de nous signaler, effectivement, risque d'être douloureuse pour de nombreux soignants.
Docteur Destrieux, justement, cette réciprocité de la compréhension des besoins et des attentes finalement des professionnels comme des patients. Et c'est ça un des enjeux, c'est la compréhension mutuelle, c'est la compréhension de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, de leurs besoins. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je voulais juste rebondir par rapport à la question initiale. Personnellement, en tant que professionnel de santé, en chirurgie vasculaire, on a effectivement l'impression d'un système plutôt asphyxié, mais avec quelque chose d'assez lent et sournois, même s'il y a eu une accélération au moment du Covid. Et avec ce sentiment, depuis plusieurs années, de travailler de façon maintenant quasi systématique dans des conditions dégradées par manque de ressources. Et je suis par contre tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les solutions, elles doivent venir de la base par la collaboration et les échanges. Je précise qu'au fur et à mesure de la matinée, là on est pas mal dans les constats, on va avoir des premières idées comme de solutions, de propositions, mais on va aller progressivement aussi vers ce qui peut exister, ce qui peut être fait tous ensemble. Et on aura aussi le point de vue plus politique, institutionnel et économique, qui est un des enjeux, vous venez aussi d'un peu le dire en filigrane. On est passé rapidement sur la santé des professionnels de santé et l'association, justement. Vous parliez d'indicateurs un peu particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, je ne veux pas vous inonder de chiffres, parce que c'est voilà, mais juste pour résumer, je crois que toutes les études épidémiologiques qui ont pu être faites en post-Covid montrent que environ entre 50 et 60% des professionnels de la santé sont en situation de burn-out. Alors, il y a le burn-out, il n'y a pas que le burn-out. Notamment, dans les études les plus récentes, ce qu'on retrouve, c'est que chez ces soignants qui présentent des symptômes de burn-out, on a aussi 30% de dépression. On a également une surreprésentation de ce qu'on appelle des troubles de l'usage d'alcool. Il y a d'autres toxiques également qui sont consommés. Tout ça pour dire qu'on est effectivement dans une situation très dégradée pour ce qui concerne la santé des soignants. Est-ce que c'est nouveau ? On a commencé un petit peu à l'aborder. Ben non, c'est pas nouveau. J'ai envie de dire que l'un des avantages de la crise sanitaire, c'est de l'avoir mis en évidence, d'avoir permis d'en parler, de l'avoir déstigmatisé. Parce que justement, si on regarde ces études épidémiologiques, avant la crise sanitaire, il y avait très très peu d'études. On portait très peu d'attention à cette question de la santé des soignants. Alors vous parlez de l'association SPS. SPS avait lancé une première étude en 2015. Chez les médecins, exclusivement chez les médecins. On n'a pratiquement pas de chiffres sur la santé des professionnels de santé paramédicaux avant la crise sanitaire. Il y avait cette étude. Et puis il y avait également une étude de la Carpimco. La Carpimco, qui est la caisse de prévoyance des libéraux, des paramètres libéraux, qui retrouve à peu près les mêmes chiffres chez tous ces professionnels paramédicaux, libéraux. Alors, c'est intéressant parce que finalement, ça nous montre que quel que soit le métier, finalement, ces professionnels de la santé sont impactés. Voilà. Sur ce qui concerne leur santé mentale, c'est également intéressant parce que ça nous montre aussi que quel que soit leur mode d'exercice finalement, que ce soit des professionnels salariés du public, salariés du privé, libéraux, tout le monde est impacté. Donc, pourquoi je dis que c'est intéressant ? Parce qu'on va l'aborder un petit peu plus tard. Ce qui est important, c'est bien entendu de les accueillir quand ils vont mal, mais c'est aussi, à mon avis, d'essayer de faire qu'ils aillent moins mal. Et c'est à partir de ces constats, de ces études finalement qu'on peut faire dans cette population fortement impactée que je pense qu'on va pouvoir tirer des enseignements et qui vont nous permettre de faire de la prévention. Mais je n'ai pas répondu à votre première question tout au début, qui était de dire est-ce que c'est exagéré ou pas ? Vous voyez qu'avec ce chiffre, ce n'est pas exagéré. Quand même 50 à 60%, toutes professions confondues et tout mode d'exercice confondu. Alors bien entendu avec des intensités plus ou moins fortes, mais quand même. Merci. Docteur Romain, la différence avec la Suisse, est-ce que c'est une pression organisationnelle ? Est-ce que c'est le fait que le patient paye plus, ça
un autre rapport aux soins. Quelle est, à votre avis, les principales différences qui expliquent le fait que cette spécificité française que peut être le burn-out, ou en tout cas marquée différemment en France? Je pense qu'il y a 3 particularités en Suisse. Déjà, effectivement, le fait que les patients payent leurs soins fait que le respect de la relation est limite plus important. Le soignant fait attention parce que le patient paye, donc on ne doit pas prescrire des médicaments sans faire attention aux finances du patient, et réciproquement, il a conscience qu'un praticien qui exagère dans ses tarifs, c'est pas forcément justifié. Donc la relation est toute particulière. Ensuite, donc il y a un respect mutuel, je dirais. Ensuite, le deuxième point, c'est que le maillage territorial est complètement différent. Les praticiens sont répartis sur le territoire et sont plus mobiles qu'en France. Donc j'ai vu la différence. C'est vrai que c'est un pays qui est beaucoup plus petit, hein, donc c'est aussi plus simple, mais on fait beaucoup plus appel à des économistes ou des gens capables de répartir de façon cohérente, logique, les praticiens, les soignants, et ça aide énormément puisque les patients sont moins isolés, donc plus facile. Et le dernier point, j'ai noté la différence en arrivant en Suisse, c'est que on respecte davantage le nombre d'heures de travail, parce que le problème qui a été mentionné sur la souffrance des soignants, je pense qu'elle vient aussi même de l'internat ou des études où il y a des heures de travail, on compte pas. Quand on démarre médecine, on est très content, on pense qu'on va sauver le monde, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Et après, on se rend compte que la réalité est toute différente, et pourtant on y croit fort. Et à mon avis, le fait qu'on prenne plus en considération le bien-être des étudiants, des internes, et ensuite qu'on accompagne les soignants comme ça se fait en Suisse, ça aide à limiter. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, il y a quand même eu des périodes compliquées, et surtout pendant la pandémie, ça, je pense, il y a eu aussi des enquêtes sur justement les consommations de toxiques ou les burn-out ou dépressions chez les soignants en Suisse, ça existe. Mais un exemple concret, quand on est interne en Suisse, directement, on demande le nombre d'heures de travail, et ils sont limités à 45 heures. Si vous ne faites pas 45 heures, ou si vous ne respectez pas, l'établissement est amendable, parce que sinon, on considère qu'on dégrade la qualité du soin, et on risque de mettre en danger les patients. Donc il y a vraiment une relation différente. Mais c'est il y a 10 ans. Alors, beaucoup de réactions à ce que vous venez de dire les uns les autres. Donc, vas-y Guillaume. Je pense qu'un mot qui peut être important à positionner aussi, c'est celui des déterminants de santé, parce que finalement, là, on parle certes de soignants qui deviennent des patients, mais du coup, on parle de soignants et donc de travailleurs. Et donc, puisque c'est des travailleurs, on pense tout de suite effectivement à l'impact que le travail va avoir sur leur santé. Et c'est important de rappeler que dans le cadre de ce qu'on appelle du coup les déterminants de santé, donc qu'est-ce qui détermine votre santé, finalement la partie liée uniquement à des aspects individuels est très peu important en termes de poids par rapport aux aspects plutôt justement environnementaux, donc votre travail, vos conditions de travail, mais aussi tout le système économique et politique dans lequel vous êtes. Et c'est vrai que là, pour le coup, tout le système économique et politique de la Suisse est clairement différent de la France, donc c'est pour ça aussi que les comparaisons peuvent être limitées. Et là, on voit bien, en tout cas, c'est un très bon exemple, malheureusement, mais un très bon exemple des soignants, de l'impact que leur environnement a justement sur eux, et de la pression que tout le système économique et politique, et on peut remonter jusqu'à notamment tout ce qui a pu être engagé et déployé dans l'établissement de santé autour du nouveau management public, avec la tarification à l'acte et avec tout ce que ça a pu entraîner aussi comme pression effectivement pour transformer l'hôpital en entreprise et être effectivement dans un fonctionnement productiviste et consumériste, et plus dans une mission en tout cas uniquement d'intérêt général, notamment dans le cadre des établissements privés à but lucratif qui, pour le coup, sont quand même financés en grande partie par nous, citoyens, citoyennes, que ce soit par l'intermédiaire de nos complémentaires, mais aussi de l'assurance maladie. Et donc, je pense que par cet intermédiaire-là, on peut en tout cas clairement prôner que le système de santé nous appartient, dans le sens où, notamment d'un point de vue financier, c'est quand même nous qui continuons de le financer. Donc c'est aussi normal que dans les instances de démocratie en santé, il puisse y avoir de plus en plus de poids aussi donné aux citoyens et aux citoyennes et à leurs représentants par cet intermédiaire. François, vous vouliez réagir? Oui, mais je partage. Ce que je voulais dire, c'est que nous, les associations membres de France Asso Santé, je crois qu'on est
dans la ligne droite de ce que souhaitaient nos ancêtres sortis de la guerre, c'est défendre les valeurs de l'universalité d'accès aux soins, quelle que soit notre situation personnelle, sociale, et si on a ou non des papiers. Et donc, on doit poursuivre cet objectif qui est différent dans d'autres pays. J'entends bien que ça peut être une solution qui est apportée pour pouvoir apporter une restriction à un accès aux soins qui, pour certains, peut paraître... on l'a vu, c'est pas facile, mais en tout cas qui ne met pas en relation la partie économique et financière du soin. Et donc je crois que ce qu'il faut maintenir en France, c'est cette valeur-là, et qu'il faut plutôt chercher des solutions sur l'organisation collective et responsable, plutôt que d'aller chercher cette situation qui est vécue dans d'autres pays, parce que là encore, les situations peuvent être dramatiques, puisque on est en relation avec certains pays avec France Asso Santé, et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se soigner pour des raisons d'argent. Et on a la chance en France, moi j'ai une pathologie chronique que j'ai depuis l'âge de 20 ans, et je dois à la France le fait d'avoir pu me soigner sans que ça me coûte, même si y a les restes à charge et qu'on parle beaucoup des restes à charge et de la problématique des ALD qui coûtent cher, mais c'est pas ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est d'aller rechercher, d'avoir un fonctionnement un peu plus efficient. Une question à tous, comment on sort de ce cercle vicieux? On a déjà commencé un peu à parler. Quelle serait, si vous aviez chacun une priorité, une action rapide, concrète à mettre en place? On a parlé avec Guillaume de l'aide médicale d'État. Est-ce que chacun, vous avez en tête un axe de travail, une action un peu concrète pour sortir de ce cercle vicieux, pour avancer ensemble, tous ensemble? Parce que je pense que la clé, elle est, vous l'avez tous dit, c'est de travailler tous ensemble. Alors, nous, en chirurgie vasculaire, on a pris un axe un peu particulier, donc c'est pas tout à fait l'axe, le même axe que mon voisin. On est en chirurgie vasculaire dans une spécialité où on était très en retard dans le virage ambulatoire avant Covid, et avec la pression sur les lits hospitaliers au sortir du Covid, on a eu une accélération du virage ambulatoire qui nous a donné le sentiment qu'il y avait une pression supplémentaire sur les soignants qui était délétère pour les soins. Et donc, on a mené une enquête nationale pour interroger justement les chirurgiens sur leur ressenti de lien entre le stress psychosocial des soignants et la qualité et la sécurité des soins délivrés par les chirurgiens. Et en fait, on a pu confirmer que ce virage ambulatoire accéléré, avec cette bascule des patients les plus légers en ambulatoire, avait alourdi les soins en hospitalisation conventionnelle, avait un impact sur le stress psychosocial du personnel paramédical, et que ceci était en lien inextricable avec le sentiment de moins bien travailler, de faire des soins de moins bonne qualité et de travailler avec davantage d'insécurité en chirurgie. Et les éléments qui ont été mis en évidence comme partageant les causes de stress psychosocial du personnel étaient la charge de travail, particulièrement importante, les difficultés à avoir des relations avec la hiérarchie en cas de difficulté du personnel, et les difficultés à avoir des horaires et des plannings de façon anticipée. Et ces éléments ont été importants à poser parce qu'on a été sollicité par Pascal Glaise de la société Persomed, donc, qui travaille sur le soin humanisé, sur la bientraitance. Son axe de travail était jusqu'alors surtout la bientraitance des patients en gynéco-obstétrique. Il nous a sollicité pour voir comment on pouvait, si on acceptait, comment on pouvait travailler sur la bientraitance en chirurgie vasculaire. Et on a monté un groupe pilote de 15 établissements, publics et privés,
et avec comme axe d'avoir autant de souhait d'être bien traitant pour les patients que pour les soignants. Donc c'est un projet qui est motivant et dans lequel on souhaite s'impliquer, car on sait que ces éléments-là nous permettront peut-être d'avancer. Voilà. François, baguette magique, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Ouais, alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que il faut rester très positif et je crois qu'on va réussir à améliorer les choses. En tout cas, je le souhaite et j'y crois très fort. Si on sait se parler, qu'on sait collaborer, qu'on sait imaginer, et pour moi, la solution, c'est vraiment axé sur l'innovation organisationnelle aussi, hein, et toutes les innovations. Il faut mettre l'accent là-dessus parce que c'est grâce à ces innovations qu'on fera changer les choses, parce qu'on ne reviendra pas au système qu'on avait avant. Ça, il faut bien le penser. D'avoir son médecin traitant qui vient à minuit parce que on a mal à la gorge, parce qu'il fait 50 heures, 80 heures par semaine, ça, dans notre société, ça n'existera plus. Et donc, bien souvent, on pense qu'il faut revenir à cette situation-là. Et nous, on doit faire comprendre que ça ne sera pas le cas. Pour aller voir quelqu'un, on peut pouvoir faire quelques kilomètres supplémentaires, mais pour autant, il faut qu'en proximité, on ait un professionnel de santé qui puisse nous accueillir. Et quel qu'il soit, il faut trouver les moyens de pouvoir organiser notre capacité de prise en charge. Mathieu. Du temps. Voilà. La solution que je propose, c'est d'avoir du temps. Alors vous allez me dire... On attend. Ouais, le temps, c'est de l'argent. Donc il faut de l'argent, ok, mais il ne faut pas que de l'argent. Je crois qu'avant de dire il faut des moyens, il faut du temps. Parce que le temps, c'est permettre d'aller justement au-delà d'un geste technique. Je crois que c'est le cœur des rencontres de ces jours, c'est de mettre de l'humain ou de remettre de l'humain, parce que le temps, ça permet ça. Le temps, ça permet de faire que, au-delà d'un geste médical ou d'un geste technique, on ait la possibilité de réhumaniser. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'on en arrive à dire, et je le déplore, qu'il faut mettre de l'humain dans une situation qui est précisément humaine. On en est là, on en est au moment où on se dit qu'il faut mettre de l'humain dans quelque chose qui est humain. C'est assez dingue comme situation. Tout en accompagnant l'innovation, qui quelquefois oublie un peu ça aussi. Et on a dit à plusieurs reprises que les professionnels de santé étaient des travailleurs, oui. Et j'ai bien entendu que le mot était peut-être pas génial, le mot de vocation, mais comme j'en ai pas d'autre tout de suite, je vais quand même l'utiliser, pardon. C'est un point commun que je vois entre l'hôpital, entre l'université, la justice. Nous avons des agents, et ces agents, on leur dit, parce que vous êtes là pour défendre des valeurs, qui sont des valeurs d'intérêt général, qui sont des valeurs humaines, qui sont des valeurs où vous allez aller vers l'autre, vous allez en faire un peu plus. Et effectivement, on accepte d'en faire un peu plus. Moi, j'accepte à l'université d'en faire plus. On est dans un moment de notre société où on accepte plus difficilement ces conditions de travail, où ceux qui arrivent dans la profession ne l'acceptent plus. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Du temps. Moi, j'aurais bien dit du temps aussi, mais du coup, je ne vais pas dire ça. Peut-être qui est fortement lié à ça, mais de la capacité d'agir. Je pense que, et du coup, ça passe aussi avant tout par de la confiance, je pense. On a eu beaucoup de lois qui, dernièrement, qui mettaient en santé, qui mettaient le terme confiance dedans. Je pense qu'on aurait pu l'enlever, mettre contrôle, et finalement, on aurait peut-être quelque chose d'un peu plus descriptif. Je pense qu'il faut qu'on revienne vraiment à de la vraie confiance, et de la confiance, justement, par les personnes qui sont véritablement concernées. Donc, notamment ceux qui sont concernés par la maladie, ceux qui sont concernés par le soin, donc ceux qui sont d'un côté et de l'autre du colloque singulier qu'on connaît. Et du coup, cette capacité d'agir, mais qui peut se représenter par justement plus de temps. J'aurais bien aimé terminer par donner un exemple que vous connaissez peut-être, qui va passer dans le droit commun, qui est dans le SAS au niveau justement de l'assurance maladie, pour passer dans le droit commun, qui est un article 51. Vous savez, c'est justement ces innovations organisationnelles et financières. C'est l'article 51 qui s'appelle Équilibre, qui est porté par une association qui s'appelle Soignons Humains. Donc justement, on est bien dans le thème. Pour pas raconter tout ce qu'ils font, mais
l'une de leurs idées, qui est notamment basée sur le modèle Buurtzorg, qui a été largement travaillé et développé maintenant et répandu aux Pays-Bas, c'est justement de redonner confiance et de la confiance, du coup, notamment là, dans ce cas-là, aux infirmiers et infirmières pour faire du soin à domicile, et du coup de leur redonner du temps. Et comment ça s'est représenté? Par une innovation organisationnelle où les infirmiers et infirmières s'auto-organisent, que ce soit pour le soin, mais aussi pour les éléments de support, de soutien. Et la deuxième chose, c'est une révolution, puisqu'on parle clairement de ça, en termes de financement, c'est on ne va plus financer l'acte, mais on va financer le temps passé. Et on vous fait confiance pour passer le temps qu'il faut pour chaque personne, auprès de chaque personne. Et donc ça veut dire que si vous avez besoin de temps pour faire de la prévention, parce que ça vous paraît logique dans ce cas-là de faire de la prévention pour notamment gagner du temps après, et donc de l'argent, eh ben, faites-le. Et leurs résultats sont super positifs, que ce soit en termes d'expérience du côté soignant comme du côté professionnel. Beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui sont rentrés là étaient à des niveaux justement de santé mentale très bas et ça leur a permis de retrouver justement beaucoup de sens. Du côté patient pareil et même du côté de l'efficience économique. Et justement, l'assurance maladie continue d'étudier ça notamment pour essayer après de le démocratiser. Et donc c'est en tout cas à cette étape-là pour réfléchir à ce que ça devienne dans le droit commun. Donc je pense que c'est des super innovations organisationnelles. En plus validé clairement et étudié de près, qu'il faut réussir maintenant à généraliser. Et il y a des propositions en cours pour que ça soit généralisé aussi aux kinésithérapeutes, aux médecins, etc. Et donc je pense que ça, c'est des actions concrètes qu'il faut qu'on arrive à pousser un peu de partout. Ouais, Catherine Grenier, justement, interviendra sur ce sujet-là avec la casquette directrice des assurés de l'assurance maladie. Docteur. Je pense qu'il y a 2 points. Le premier, c'est, à mon avis, les innovations technologiques vont permettre de réduire une part administrative qui est chronophage et qui réduit le temps qualitatif qu'on peut avoir avec les patients. Donc ça va aider à retrouver la mission qu'on a vis-à-vis de nos patients. Et le deuxième élément, je pense qu'on parle beaucoup de l'expérience des patients, mais on parle peu du partage d'expérience des soignants. Et parfois, lorsqu'on discute avec les patients, sont quand même curieux de savoir quelle est notre vie, quel est notre quotidien. Et quand ils découvrent un petit peu les heures de travail, la charge mentale qu'il peut y avoir, d'eux-mêmes, ils se rendent compte que finalement, il y a des choses qui sont liées à un système ou à des obligations, des contraintes qui sont hors de notre portée finalement. Et là, ils se disent mais on savait pas que ça marchait comme ça, on savait pas que en fait il y avait ça. C'est un peu comme dans un avion, on sait pas très bien ce qui se passe, mais on a juste envie de décoller et d'arriver à bon port. Et c'est la même chose en fait. Il y a des choses qui sachent pas, c'est bien, on les protège, mais d'une certaine façon, je pense que ils mériteraient de savoir davantage ce qu'on peut subir au quotidien et ça aiderait aussi à trouver des solutions constructives. Il faut faire comme moi, associatif, et j'ai épousé un médecin, comme ça, j'ai cette réciprocité à la maison dans les échanges et la compréhension. Mais tout le monde ne peut pas aller jusque-là. Alors, je trouve que votre question, elle est difficile. Voilà, elle est vraiment difficile. Moi, je n'ai pas de solution toute faite, comme ça, je ne sais pas faire. Je vais juste confirmer ce que mes collègues ont dit. Enfin, bien entendu, l'innovation, c'est extrêmement important. Le pouvoir d'agir, remettre du sens. Moi, je suis une clinicienne et je suis une scientifique. Donc, j'aimerais, si je peux juste rajouter ça, qu'on prenne en compte la vraie spécificité du travail soignant, l'humain. Vous avez parlé de l'humain, donc ça, c'est très important. C'est pas rien sur un plan humain de soigner d'autres humains. C'est pas rien sur un plan neurobiologique. On sait qu'il y a des spécificités, on sait qu'il se passe des choses chez des soignants qui, tous les jours, vont être en contact avec de la souffrance. On parle beaucoup d'usure compassionnelle, mais tout ça a un substratum neurobiologique. Je vous l'ai dit, moi, je suis scientifique, j'aimerais qu'on regarde tout ça pour essayer de trouver des solutions, mais bon, j'ai pas de baguette magique. Merci. Merci aussi de cette humilité-là, parce qu'on n'a pas tous, en effet, la baguette magique, il n'y a pas tous les réponses à tous. C'est ensemble qu'on les trouvera, ces réponses. Je vais appeler le grand témoin de cette première table ronde, Bastien Bailleul, président de l'intersyndicale nationale autonome représentatif des internes de médecine générale, à venir me rejoindre. Voilà le temps qu'il arrive. Les internes, justement, ont été évoqués, les futurs médecins, ils représentent la génération montante, justement, et ils montent sur scène des médecins généralistes. Vous avez eu plein de messages qui vous ont été adressés assez directement. Bonjour, parce qu'on n'a pas eu le temps de se saluer avant.
Je vous invite à venir là si vous voulez et à avoir déjà des réactions à ce que vous avez entendu là et la façon dont les internes et les médecins ont été appelés, et puis peut-être des pistes aussi de ce que vous proposez. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour tous les propos que vous avez tenus ces dernières minutes. En priorité, je voulais revenir sur ce qui a été dit au sujet des internes en Suisse, qui travaillent au maximum 45 heures par semaine. Au-delà de ça, on pourrait peut-être condamner même l'hôpital qui les emploie ainsi. Une étude qui a été faite cette année par les intersyndicales nationales, donc la mienne, l'ISNAR-IMG, mais aussi l'ISNI et puis l'ANEMF, qui représentent en fait l'ensemble des étudiants de médecine en France, montrait qu'un interne, aujourd'hui, en moyenne, il travaille 59 heures par semaine et que même 10% d'entre eux font plus de 80 heures. Ça fait réfléchir quand on parle de la dangerosité que pourrait représenter un soignant qui travaille autant, avec 10% des internes qui travaillent plus de 80 heures. Donc merci d'avoir abordé ce sujet. Dans le même temps, on parle de santé mentale, on parle de dégradation de cette santé mentale. Cette année aussi, on réédite une enquête santé mentale dont la première avait été faite en 2021 auprès des étudiants de médecine de la deuxième à la dernière année, avec des résultats qui sont édifiants. C'est plus de 2/3 des étudiants en médecine qui présentent des symptômes anxieux, plus d'1 tiers d'entre eux qui présentent des syndromes dépressifs, et même 1/5 d'entre eux qui auraient déjà eu des idées suicidaires. Donc ça, c'est l'état des lieux des soignants de demain. Effectivement, il y a une urgence à réagir, donner du temps. Je l'ai entendu plusieurs fois. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir faire en priorité. Redonner la priorité à la formation plutôt qu'à l'usage des internes, nous permettre de pratiquer notre métier dans de bonnes conditions, avec un temps réel de travail. Ça me paraît être une des priorités. Voilà. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous donnez. Restez là quelques minutes avec nous, parce qu'on a quelques minutes pour prendre des questions, réactions de la salle. C'est moi qui vais du coup passer le micro. Alors s'il vous plaît, questions courtes, réponses courtes, on a quelques minutes, vu que le timing est plutôt respecté. Alain. Oui, bonjour. Merci de ce tableau positif, si j'ose dire. Est-ce que justement la santé, c'est pas le reflet de la société aujourd'hui? C'est-à-dire que tout le monde est quel que soit le secteur d'activité, on entend les gens qui subissent des pressions, qui sont en burn-out, etc. Donc il y a une évolution naturelle, si j'ose dire, des choses qui fait que, là je me tournerai vers Madame la psychiatre là-dessus. Et puis là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est vous dénoncez depuis ce matin, on pointe l'entreprise, la commercialité des choses, etc. Il y a des choses à trouver dans l'entreprise justement qui manquent à la santé. C'est-à-dire les méthodes de management, ça c'est quelque chose qui manque à l'hôpital comme partout, dans toutes les organisations. Et justement, le mal fait qu'on manque justement de ce côté humain dans les formations, quelles qu'elles soient des professionnels de santé. On manque de ces formations de base qui sont de gérer de l'humain, justement. C'est la première chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut vraiment changer, s'il faut changer quelque chose, c'est ce système qui est médecin centré aussi. Parce que, et tant pis, je suis désolé messieurs les médecins, mesdames, mais tout est fait repose autour du médecin. Il y a une vraie reconnaissance de tous les professionnels de santé, quelle que soit sa profession, et qu'on soit kiné, pharmacien, médecin de ville ou hospitalier, etc. Et puis je monte, il y a quand même des strates, des couches, tout ce que vous voulez, qui fait que le travailler ensemble est plus que jamais nécessaire. Cette reconnaissance que chacun a sa place et chacun doit garder sa place, certes, mais doit travailler ensemble pour le bien du patient. Je pense qu'il y a une évolution des mentalités aussi, que tout ira mieux s'il y a une reconnaissance que chacun, effectivement, a sa place. Alors c'était Alain Olympie, représentant de patients, qui interviendra dans la table ronde suivante, histoire que vous compreniez, mais je pense que vous avez compris d'où il parlait. Docteur Brianne. Oui, je vais répondre à la première partie déjà. Pour vous donner juste un chiffre, effectivement, tous les secteurs professionnels sont touchés par ces phénomènes de burn-out, d'épuisement professionnel, de lassitude. Il y a quand même un chiffre qui est important sur les dernières études. Donc, je vous disais, à peu près entre 50 et 60% des professionnels de santé sont touchés. Il y a une enquête qui a été faite en 2022 par OpinionWay sur tous les secteurs professionnels confondus. On n'est qu'à 34%.
Donc il y a quand même une différence entre le secteur de la santé et les autres secteurs professionnels. Ça, c'est la première chose. Je vais passer carrément à l'autre, puis je laisserai mes collègues répondre aux questions du milieu sur cette question de la place du médecin dans l'organisation des soins. Là, je réponds en tant que médecin, je vous rejoins complètement. Je pense que là, il y a beaucoup d'initiatives qui voient le jour sur des délégations d'actes, sur de la coordination, voilà, je crois que ça s'expérimente beaucoup sur les territoires. C'est extrêmement intéressant. Je crois que c'est dans la communication du plan Ma Santé 2022 où il était noté que tout ne pouvait pas venir d'en haut, tout ne pouvait pas venir de Paris, mais devait se voir le jour et s'expérimenter dans les territoires. Je crois qu'aujourd'hui, on en est là. On expérimente beaucoup de choses les uns avec les autres et il faut renforcer cet aspect-là. Je vous rejoins. Merci pour le commentaire. En fait, il y a des éléments qui sont assez intéressants. C'est effectivement, on n'est pas formé en médecine à tout ce qui est technique de management. Et c'est probablement une erreur et ça devrait être beaucoup plus intégré à la formation et dès le départ. Parce qu'on se rend compte que dans notre apprentissage de la relation entre le soignant et le patient, il y a des éléments clés qu'on pourrait employer qui sont issus du monde de l'entreprise. Et effectivement, ça aiderait, ne serait-ce qu'entre soignants ou avec un patient pour les annonces diagnostiques, un feedback, pour beaucoup de choses. Donc oui, c'est important de revaloriser des notions qui viennent d'un autre milieu et de jouer sur la transversalité. Et le fait que le patient devrait être au centre, mais même nous, ça nous arrangerait aussi en tant que soignants. Parce qu'effectivement, on avait cette médecine patriarcale où le médecin décidait tout, prenait la décision et dès qu'il disait quelque chose, c'était juste. Et nous, on voit, là je veux parler dans la nouvelle génération, des fois les décisions de nos prédécesseurs qui disaient c'est comme ça, on opère et c'est pas autrement. Ça va pas parce que nous, on récupère des fois des conséquences de ce type de décision et c'est un poids à porter au quotidien et les patients sont insatisfaits et l'expriment et c'est normal. Et l'avantage que ça présenterait aussi pour nous, c'est que ça signifie que le patient endosse une partie de la responsabilité. C'est-à-dire que s'il refuse de faire des soins alors qu'on lui a donné une information éclairée, la prise de décision devient donc partagée et ça évite de faire subir à un patient une indication alors qu'il avait fait un choix personnel. Et par exemple, s'il dit « non, mais moi je voudrais qu'on respecte le fait que je n'ai plus envie d'être suivi ou je ne prends pas mes traitements », ok, donc nous, en tant que soignants, ça nous retire une part de la responsabilité. Donc effectivement, je pense qu'il y a un équilibre à adopter et qui doit être travaillé, mais ça commence à venir quand même un petit peu. Guillaume, après Dr Destrieux. Hop, on relance. Sur la première partie, pour pas être long, moi et parce que c'est la fin aussi, je vous partagerai peut-être deux ouvrages pour que comme ça puisse permettre aussi de continuer la discussion. Tu disais, Alain, qu'effectivement, à quel point c'était pas aussi représentatif de notre société, ce qui se passe au niveau de la santé. Moi, je l'inverserais presque pour dire, et notamment pour vous partager l'ouvrage que je vous invite vraiment à lire d'Éloi Laurent, un économiste de la santé qui écrivait il y a quelques années un livre, c'était « Et si la santé guidait le monde ?» l'espérance de vie au-delà de la croissance, et notamment de la croissance du produit intérieur brut. Et je pense que ça fait bien le lien, je ne l'ai pas précisé, mais je suis doctorant en management des organisations de santé ici à l'Université Lyon 3. Et je pense, en tout cas, je prône, et on est un certain nombre à le faire, pour un management des organisations de santé, qui soit un management effectivement présent, que les professionnels soient formés à ça, mais qu'ils soient formés au management de la santé, pas au management privé avec ces méthodologies. Et du coup, en lien avec ça, un deuxième ouvrage pour terminer que je vous partagerai, c'est Neuromania. J'ai repris le nom parce que je ne me souvenais plus d'Albert Moukébert, qui est un psychologue clinicien. Et dans Neuromania, il essaie justement de décrypter des idées fausses, notamment qu'on peut avoir sur le fonctionnement du cerveau, dont un qui m'a particulièrement marqué, qui était sur les indicateurs d'objectifs. Vous savez, ces fameux indicateurs, ces fameux Key Performance Indicators, les KPI dont on entend de plus en plus parler. Et pour essayer de mettre notamment en évidence que lorsque, dans le monde de la santé,
on a des objectifs et des objectifs qui justement viennent du secteur privé, donc des objectifs plutôt économiques, ça a des impacts très négatifs et on en parle depuis le début sur les soignants et sur les patients. Donc oui, pour avoir des objectifs, bien sûr, c'est important parce qu'il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens, il faut quand même aussi nous orienter, mais des objectifs qui soient des objectifs partagés et que ce soit des objectifs de santé et pas des objectifs économiques. Donc je pense que pour ça, c'est important de le rappeler pour vraiment dire que oui, il faut un management, mais un vrai management de la santé, basé notamment sur ce qu'on souhaite en tant que citoyen et citoyenne pour aussi l'intérêt de tous et toutes. Merci. Docteur Destrieux. Alors, moi, j'avais deux choses à ajouter. Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue sur l'importance de la responsabilisation du patient pour à la fois être bien traitant, humaniste et permettre d'avancer. C'est important que le patient ait le maximum d'informations et qu'il soit autonome dans ses décisions. Donc, je pense que c'est vraiment important pour cet axe de soins humanisés. Concernant l'aspect à la fois humain, économique, souffrance, il y a une chose importante dont on n'a pas suffisamment parlé, c'est les ratios infirmiers-patients. C'est une proposition de loi qui est en cours de travail, qui a été adoptée au Sénat en février 2023, qui envisage qu'il y ait une diminution du nombre de patients pris en charge par les soignants dans les services hospitaliers. Et si on prend les enquêtes qui ont été faites à l'étranger, et notamment une très importante qui a été faite en Australie en 2021, celle-ci a été faite sur à peu près 500 000 patients avec des bras de services dans lesquels il n'y avait pas d'optimisation des ratios et d'autres où il y a eu une optimisation des ratios. À peu près 150 000 patients ont été pris en charge dans 28 hôpitaux avec une